La chose qui fait le lien dans toutes mes expériences, c'est l'humain. J'emménage le 24 juin, le lendemain, j'étais sur l'événement de Capsule. Je vais pouvoir entreprendre, j'en rêve depuis toujours. On parle toutes les deux de nos ambitions et je te dis, mais en fait, il faut qu'on fasse quelque chose de plus grand, quoi. Je suis embauchée derrière en tant que conseillère funéraire et maître de cérémonie. Faire résonner votre essence, faites appel à Sonance. Ça va ? Oui. 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 T'es prête ? Oui. J'ai rien préparé, du coup. Ben parfait. J'ai rien préparé. Enfin, j'ai réfléchi surtout à la question de la définition de l'entrepreneuriat. Ah. Pour moi. Parce que j'ai du mal à la définir, mais on va en parler. Première fois que tu es de ce côté-là de la caméra ? Oui. Pas trop stressée ? Non, pas du tout. En vrai, je trouve que c'est des super moments. J'ai passé beaucoup de temps à, du coup, écouter, regarder derrière la caméra. Tous les parcours d'entrepreneurs. Moi, je suis au début et je trouve ça bien de pouvoir se dire, allez, on le fait maintenant. Ouais. Et dans quelques années, on le fera après et on verra la différence. Et je trouve ça très cool qu'on fasse ça ensemble. Ouais, trop grave d'accord avec toi. En plus, ça fait une espèce de petite archive de on était dans quel mood quand on a commencé cette aventure et tout. Voilà, on spoil un Là, petit tout peu. va bien et dans 5 ans, vous allez nous voir comme ça, au bout de notre vie. Ah ouais, je suis pas sûre. Non, je pense pas non plus. Mais... Écoute, on va arriver à pourquoi est-ce qu'on spoil un peu de dans 5 ans, nanana. Mais d'abord, je veux bien que tu tires la première petite carte, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu m'as préparé ? Peux-tu te présenter ? Donc, Clémence Gachet. J'ai 27 ans et j'ai un parcours professionnel assez... atypique. Original. Voilà, original. Ça fait quoi maintenant ? Ça fait 5 ans que j'ai arrêté mes études et c'est vrai que je suis passée par déjà différents métiers en 5 ans. Donc si je reprends depuis le début, enfant, donc moi j'ai toujours voulu entreprendre pour le coup. Ok. Depuis toute petite, ça a toujours été... En tout cas, je voulais gérer. J'avais pas le terme entreprendre, mais j'ai toujours voulu organiser, m'occuper, gérer. Donc, c'est-à-dire notamment des écuries. Non, mais cette anecdote, je suis passionnée d'équitation depuis toujours. Et comme toutes les petites filles, il y a ce truc de on joue au cheval dehors. Mais moi, ce qui vraiment me passionnait et ce que je pouvais faire pendant des heures, c'était de prendre du papier, de dessiner tous les box et d'organiser toutes les écuries, tous les cours en fonction du nombre de personnes qui venaient s'entraîner, du nombre de chevaux à gérer, la gestion des stocks avec la nourriture, une malade. Donc, voilà, déjà, ça dépeint un tableau de la fille. On va me prendre pour une tarée, en fait. C'est ça qui va se passer à la fin de cette interview. Pour une fille très, très organisée, quoi, qui a sa passion, c'est l'organisation. Voilà. Mais je me suis dit, si je veux pouvoir avoir un poste à responsabilité, ou en tout cas, à terme, un jour, ouvrir mon entreprise, il faut que je puisse comprendre tous les rouages. Si je m'inscris dans une entreprise et que je veux prendre des décisions stratégiques, il faut que je comprenne comment tout fonctionne. Donc la polyvalence, c'est primordial. Donc j'ai décidé de faire un master qui me permettait d'avoir accès à ces compétences-là, donc en entrepreneuriat, là pour le coup, mais en tout cas, c'était d'avoir un master assez large, où j'avais ces différents aspects commerciaux, économiques, marketing. On a revu des RH aussi. Et j'ai pris une spécialisation en transformation digitale parce que j'aime beaucoup toucher à tout ce qui est informatique. Donc, je voulais quand même avoir cette spécialisation, cette spécialité-là. Ok. Donc j'ai fait ça et j'ai quand même fait une alternance en RH. Je me suis un peu battue parce qu'au début, ils voulaient pas forcément, ils trouvaient ça pas forcément pertinent. Quand je leur ai dit que c'était chez Safran, ils m'ont dit bon d'accord, un nouveau partenaire, pourquoi pas. Donc j'ai fait mes 2 années d'alternance chez Safran Electronics and Defense à Massy, qui a été une expérience incroyable en termes de travail. Ça n'a pas toujours été évident parce que en fait j'étais donc RH de proximité, donc j'intervenais du recrutement des salariés jusqu'à la retraite, ou au départ en tout cas du salarié, en passant par toutes les campagnes de recrutement d'alternants, toute la gestion des managers des salariés au quotidien, les campagnes d'augmentation salariale, enfin voilà, tous les aspects de la carrière d'un salarié, la formation, tout ça.
Et j'avais 2 tutrices qui avaient chacune un périmètre de 500 salariés. Donc, j'étais sur 1000 salariés. Et il se trouve qu'au bout de à peine un an, mes 2 tutrices, l'une après l'autre, décident de partir, de faire une mobilité. Et qui est-ce qui se retrouve avec les 2 périmètres? Voilà. Le Covid, bien sûr, la deuxième année en même temps. Donc, 2020, super. 2019, voilà, 2019-2020. Donc, le Covid commence en plus au bout de 6 mois à peu près de ma deuxième année. Enfin, un peu plus, du coup. Mais je me suis retrouvée avec des enjeux et des responsabilités. Ouais, alors, c'était génial parce qu'on m'a fait énormément confiance dès le départ. Déjà, quand je suis arrivée, mes tutrices m'ont fait confiance très rapidement. Et après, ça a continué. Donc, c'est vrai que j'avais pas ce profil d'alternante où tout le monde pensait que j'étais en CDI, quoi. Ah ouais. Mais ouais, parce que je faisais un travail, j'avais un poste à temps plein, je m'entendais très bien avec les managers, ça a très bien fonctionné. J'ai accompagné beaucoup de salariés dans leur reconversion, c'était génial. Franchement, j'ai appris vraiment beaucoup de choses, même en termes de process. Alors oui, c'est des gros bateaux et en termes de... comment dire? En termes de pilotage. Ouais, plus en termes de changement, de sortie de zone de confort, d'accueillir le changement. Okay. Ils ont des process. Voilà, c'est ça. Il y a des process qui sont très ancrés. Et du coup, quand tu arrives avec des idées en disant « Ah, on pourrait faire ça pour améliorer », voilà, en termes d'amélioration continue, on est moins là. Ils essayent et ils font quand même des choses, mais c'est hyper long parce que ça implique beaucoup de personnes. Ouais. Donc voilà, ça prend du temps. Oui, c'est un grand groupe, quoi. Voilà, exactement. Donc, je finis mon alternance, j'essaye de rentrer en CDI chez Safran parce que je m'y plais quand même bien. Et au bout de 4 mois, après mon master, il me rappelle en me disant il y a une personne qui part en congé maternité, on aimerait bien que tu viennes la remplacer en intérim, en attendant de voir ce qu'on peut faire pour le CDI. Donc, je vais toujours au même endroit, à Massy, et je fais ça pendant quelques mois. Et au bout de, je sais pas, peut-être 2-3 mois, il me propose un CDI, mais à Dijon. Okay. En tant que responsable formation et relations école. Donc, j'hésite un moment parce que c'est un changement de vie. Il fallait que je fasse les allers-retours après pour pouvoir rentrer. J'ai mon conjoint à Paris qui, lui, peut pas bouger. Donc, je décide de dire oui quand même parce que c'est quand même une opportunité à saisir. Et finalement, en fait, ça se passe pas très bien. J'arrive dans un milieu où là, on est resté bloqué dans les années 60. Ah. Moi, les grands groupes, c'est bon, j'ai ma dose. J'ai fait l'effort de venir en plus à Dijon. Voilà, moi, j'ai pas trop de difficultés à partir d'un endroit où je me sens pas bien. Si ça me plaît pas, je pars. En fait, que ça pose problème ou pas, c'est pas trop mon problème. J'ai des idées sur... en fait, j'ai des amis qui perdent des proches, des grands-mères notamment, et qui se retrouvent confrontés après les obsèques à devoir tout gérer. Et je leur dis, mais attendez, c'est pas croyable, il n'y a pas une entreprise qui est là pour vous apporter du soutien, ou même une asso, je sais pas, des personnes en tout cas qui seraient là pour venir vous soulager sur une partie en tout cas qui est trop chronophage et qui n'a pas d'intérêt pour vous à faire. Donc on cherche, on ne trouve pas. Quoi, pour les proches. Bien sûr. Tout l'enterrement. Vider la maison, tous les affaires. Il y a des choses qui, dans le deuil, alors là je vais commencer à en parler avec intérêt parce que ça a été encore d'actualité et parce que du coup j'ai beaucoup travaillé sur un projet qui en a découlé de tout ça. Mais effectivement, quand tu es en deuil, il y a des choses dont tu as besoin. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin de faire les démarches administratives pour se sentir bien. Il y en a qui n'ont pas du tout envie. Il y en a qui ont besoin de faire le tri des affaires, d'autres pas. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Mais en tout cas, on n'a pas la place pour faire notre deuil. Il y a énormément de choses à gérer et on a peu de connaissances parce qu'en fait, il y a cette espèce de tabou autour du décès, autour du deuil, qui fait qu'on n'est souvent pas très bien renseigné sur tous les droits qu'on a, sur toutes les possibilités qui s'offrent à nous, avant, évidemment, les obsèques, pendant et après. Et du coup, je décide de me dire, bon, allez, j'arrête et je monte mon entreprise pour aider les gens en post-obsèques je viens un peu comme une conciergerie. Vous avez des choses que vous ne souhaitez pas faire, moi, je les fais pour vous. Okay. Il y a un animal de compagnie à gérer, je m'en occupe, je joue avec les associations compétentes pour le faire placer ou les personnes compétentes pour le faire placer. Il y a du tri d'affaires, je m'en occupe. L'idée, c'était d'avoir d'être un peu au centre de tout et de gérer les différents prestataires.
Donc j'ai commencé à monter ça. Plus ça va, plus je me rends compte que le milieu du funéraire est un milieu particulier. Je fais des formations autour de ça et je rencontre une femme qui est très bien, qui s'appelle Sarah Dumont, qui a monté Happy and Life. Pour ceux qui sont en deuil, je vous conseille vraiment, et même pour tous les autres, d'aller voir ce site internet. Parce qu'elle fait beaucoup de choses pour libérer la parole autour de la mort, du deuil, de la fin de vie. Il y a beaucoup d'articles qui sont disponibles. Elle a fait une conférence TEDx d'ailleurs sur tout ça. Trop intéressant. Ouais, vraiment. Voilà, il y a des personnes comme elle qui essayent de faire bouger les choses pour et qui t'ont conseillé, du coup. Voilà, qui m'ont conseillé. Et Sarah m'a dit, en vrai, le mieux, ça serait que tu ailles travailler dans le milieu pour que tu te rendes compte de ce qu'il en est vraiment, que tu testes, faire l'étude terrain, quoi. Hein. Oui, parce que est-ce qu'au final, tu te dis que ça va te plaire ou est-ce que... Oui, moi, je suis à fond. Je suis à fond dans le sens où la chose qui fait le lien dans toutes mes expériences, c'est l'humain. Ouais. C'est l'humain, c'est donner du sens à ce que je fais, c'est d'avoir de l'impact. J'ai fait des RH parce que ce qui me motive et ce qui me permet de sentir que j'ai un but, c'est ça, c'est l'humain, c'est la recherche de sens. Donc, je fais des RH pour ça. Le funéraire, c'est en plein dedans. Je suis hyper empathe, donc ça a du sens par rapport à ma personnalité aussi, même si je sais forcément que ça va être compliqué parce que quand on est hyper empathe, on vit toutes les émotions des gens. Donc, j'ai appris à le gérer avec le temps, mais à ce moment-là, c'était en cours d'apprentissage. Et voilà, donc je vais travailler dans le funéraire. Je passe mon diplôme de conseillère funéraire. Ça dure 2 mois. Je fais mon stage chez In Memory, qui est une start-up une pompe funèbre, voilà, qui est sur Paris, Bordeaux. Alors peut-être que ça a changé entre-temps, donc j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Et je vois l'annonce et je me dis, mais en fait, cette entreprise, elle veut exactement véhiculer toutes les valeurs que je vais véhiculer à travers ma future entreprise. Je veux aller voir comment eux, ils s'y prennent, comment on travaille, etc. Donc, je vais faire mon stage chez eux. Je suis embauchée derrière en tant que conseillère funéraire et maître de cérémonie. Et du coup, j'ai vécu une très belle expérience. C'était hyper enrichissant. J'ai pu développer toute ma créativité en proposant des obsèques aux personnes, aux familles que j'accompagnais, hyper personnalisées. On a fait vraiment des trucs géniaux. Voilà, enfin, je sais pas, quelques anecdotes. On a fait ça. On a fait des obsèques dans un cinéma pour une personne qui était très cinéphile, qui adorait le cinéma. On a fait... j'ai imaginé un espèce de dôme végétal pour recouvrir un cercueil parce que la personne ne voulait pas qu'on voit son cercueil et elle aimait beaucoup la forêt, donc voilà, on a construit ça de toutes pièces. Enfin, vraiment, j'ai vécu des moments très très forts, chargés d'émotions, mais vraiment, c'est un métier bien plus positif, positif façon de parler, mais bien plus beau que ce qu'on ne le pense. Mais parce que c'est aussi ce que véhicule In Memory, c'est cette beauté, c'est cette, de remettre du beau dans tout ça. Et je trouve qu'ils le font vraiment très bien. Donc voilà, j'aurais pas pu travailler pour d'autres pompes funèbres, je pense. Et vraiment, je suis très reconnaissante d'avoir pu exprimer toute cette créativité et accompagner les familles, parce qu'on avait l'occasion de pouvoir rester des heures avec la famille pour discuter avec eux, etc. Donc voilà, une super expérience. Et je me dis, là, je sais que je déménage en Corse bientôt. Gros changement dans ma vie. Je sais que tout m'y amène et qu'il faut que je le fasse, mais c'est un suivi de conjoint, mais il va falloir que je trouve ma place. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ouvre une entreprise dans le funéraire ? Alors déjà que sur le continent, c'est pas une mince affaire de s'insérer dans ce secteur-là. Moi, je veux pas arriver ici et arriver avec mes grands sabots et dire je vais révolutionner le monde. Enfin, qui suis-je ? Donc, du coup, je me dis je vais d'abord trouver un poste et après on verra. Donc je fais des recherches et je vois que tu postules, que tu partages une annonce pour dire que tu cherches quelqu'un pour t'aider sur l'asso. Et je me dis non mais fou quoi, incroyable. On s'est pas parlé depuis 4 ans entre-temps. Parce qu'on s'était rencontrés via Caro, qui est du coup ta meilleure amie, une de tes meilleures amies.
Et en fait, je me dis, allez, je tente, on verra bien. Je me revois trop te dire, bon, je ne sais pas si tu te souviens de moi. On s'est bien rencontrés il y a 4 ans. Mais bien sûr. On en a parlé 1 milliard de fois, mais bien sûr que je me souvenais de toi, notamment d'une soirée inoubliable. Voilà, on passera les détails aujourd'hui. Exactement. C'était une super soirée. Mais ouais, c'est comme ça en fait que tu arrives encore quelques mois après en fait. Exactement. Et que mais synchronicité pareil, parce que je n'ai jamais eu de mal à trouver du travail. Et là, même dans des entreprises qui ont entre guillemets, pour des entreprises qui sont dans des secteurs dans lesquels j'ai déjà travaillé, sur des postes que j'ai déjà occupés, je n'ai même pas un retour par mail. Enfin, ou alors c'est très décousu et j'arrive pas à les joindre, on n'arrive pas à se joindre. Enfin, il y a des choses qui font pas. Et je t'avais dit, si je ne trouve rien, en juin, j'ai ma rupture conventionnelle, j'ai du chômage, donc je pourrais venir travailler sur l'asso en attendant qu'on trouve les financements pour mon poste. Évidemment, je n'ai pas trouvé de travail et je suis venue travailler avec toi. J'emménage le 24 juin. Le lendemain, j'étais sur l'événement de Capsule, le 25 juin. Voilà, et ça a commencé comme ça. Le surlendemain, on était en réunion et après, on ne s'est plus du tout lâché. Non, clairement pas. Ouais, non, vraiment pas. Vraiment pas du tout. C'est du 24-24. Hein, vraiment, c'est un deuxième couple. Oui, on va bientôt fêter nos 1 an. Non, franchement, c'est... et je suis très contente. Et ça m'a beaucoup rassurée parce que je me suis dit, j'arrive en Corse, je vais pouvoir entreprendre. Parce qu'en vrai, on était toutes les deux sur l'asso, mais c'est une forme d'entrepreneuriat. Et en plus de ça, on se dit très vite toutes les deux qu'on a des ambitions beaucoup plus grandes qui sont très similaires. Dont on parlera après. Voilà. Ne spoil pas tout. Je ne spoil pas tout. Mais en tout cas, on se comprend très très vite. Moi, je suis rassurée parce que je me dis, je vais pouvoir entreprendre. J'en rêve depuis toujours. Je vais pas encore trouver un poste où il va falloir que je m'habitue et que nanana. Tu as toujours voulu entreprendre. En fait, j'ai toujours voulu avoir des responsabilités parce que j'ai des idées, parce que j'ai de la créativité, parce que je veux avoir de l'impact dans ma vie et je veux créer du sens. Je fédère facilement. Il y a des choses qui sont innées chez moi, alors pas d'autres, hein, très clairement. Mais en tout cas, entreprendre, monter un business, gérer des choses. Je m'étais dit, en fait, dans ma tête, je pensais avoir un poste à responsabilité plutôt rapidement, manager, et derrière, une fois que j'aurai acquis de l'expérience, j'irai entreprendre. Erreur. En vrai, c'est quand même ce que tu as fait, même si c'est ce que j'ai fait, mais erreur parce que est-ce qu'on a besoin d'expérience de 10 ans pour entreprendre ? Non, c'est sûr, mais en attendant, ça t'apporte quand même des choses et un bagage de savoir travailler en équipe, de savoir manager. Déjà que si, en fait, tu commences à entreprendre, généralement, soit tu entreprends seul, soit tu entreprends avec un associé. Mais dans ce cas-là, tu n'as pas cette notion d'équipe, tu n'as pas cette notion de management, de grands groupes, de start-up, de process. Effectivement, ça apporte plein de choses. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on est complémentaires parce que toi, tu sors d'études, t'entreprends. Tu as 1 an d'expérience pro en tant qu'alternante. Mais... Oui, j'ai des boulots même pendant les vacances et tout, mais en vrai, c'est vrai que j'ai jamais travaillé. Mais du coup, c'est ça qui est super, c'est que toi, tu as cette expérience-là que tu t'es construite toute seule avec ton entrepreneuriat. Et moi, j'arrive avec ce truc de... Je sais que j'ai l'esprit entrepreneurial depuis toujours et que je suis faite pour ça. Mais j'ai mon bagage professionnel où j'ai travaillé dans des entreprises avec des process, avec des automatisations, avec du travail d'équipe, avec des gens que tu n'aimes pas toujours. Parce qu'on a beau entreprendre, oui, on est entre guillemets seul et on prend nos décisions, mais il y a des clients. C'est les clients qui font un peu la loi, hein, forcément, on fait en fonction d'eux. Donc, ça m'a permis d'appréhender, d'arriver et de pouvoir appréhender les choses différemment. Et quelque chose que j'ai pas trop mis en avant dans mes expériences, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de fois où j'ai dû me remettre en question, où j'ai dû grandir, où j'ai pleuré, où j'arrivais pas à trouver ma place. Ça, c'est une vraie problématique dans ma vie, de trouver ma place. Et en fait, mais la remise en question que j'ai réussi à avoir m'a permis d'en être là où j'en suis et m'a permis d'entreprendre sereinement aujourd'hui.
Je n'entreprendrais pas de la même manière si je n'avais pas eu toutes ces expériences difficiles pour moi. Parce que je suis pas rentrée dans tous les détails, mais ça n'a pas toujours été vraiment évident. Et j'ai appris énormément de toutes ces expériences professionnelles en CDI avant et en apprentissage qui font que parce qu'il y a eu toutes ces problématiques-là à résoudre à ce moment-là, aujourd'hui j'entreprends, je sais poser mes limites, je sais construire mon équilibre vie pro, vie perso, je sais relativiser. Et du coup, je me sens pas comme beaucoup de ces entrepreneurs où, alors je touche du bois et j'espère que ça va continuer comme ça, mais je sens pas ce stress de l'entrepreneur qui dort pas la nuit, qui a des bouffées d'angoisse, qui Parce qu'on n'a pas de salarié encore, t'inquiète. Oui. Oui, on verra avec le temps. Mais je pense pas. Franchement, je pense que je saurais trouver. Parce qu'en vrai, c'est pas. On véhicule ça comme étant la norme, mais c'est pas hyper positif, quoi, de dire tu stresses, t'es angoissé, c'est une crainte pour toi, t'as toujours la boule au ventre, c'est vraiment limite un calvaire, quoi. Ouais, alors que pas du tout. Moi, j'ai jamais été aussi heureuse et épanouie dans ma vie que depuis le 25 juin. Vraiment, c'est. Ouais, mais parce que toi, mais parce que l'entrepreneuriat et parce que tout, en fait, l'environnement, c'est ça. C'est vraiment... Le fait aussi que, parce que ça, tu n'en as pas parlé, mais de partir de Paris aussi. Ouais. C'est vrai que je ne l'ai pas trop évoqué, mais... Paris, au bout d'un moment, c'était devenu vraiment suffocant pour toi. Ouais. Et en fait, d'arriver en Corse, ça a été aussi ta bouffée d'air frais. Ouais. Enfin, il y a pas mal de choses. Fuyez. Ben ouais. Non, pour les personnes qui sont donc hypersensibles, hyper empathes, c'est une ville qui est très compliquée à vivre. Il y a beaucoup de monde, c'est un trop plein d'énergie qui font que tu ne respires plus. Et là, d'arriver en Corse, d'être ancré, d'avoir de la sérénité, du calme, de la sécurité, c'est de la nature, évidemment. C'est le jour et la nuit, ouais, vraiment. Petite carte. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour moi ? Donc, c'est la seule question à laquelle tu as réfléchi en venant à cette interview. Parce que c'est vraiment la même question que je pose vraiment à tout le monde. Autant les autres, ça varie, mais autant ces 3 premières questions. Est-ce que tu veux te présenter Est-ce que tu as toujours voulu entreprendre ? Et c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi ? Pour vraiment comprendre cette essence et comprendre la tienne, je trouve ça trop important de toujours les poser. En fait, je suis pas sûre d'avoir une réponse toute faite encore. Je la travaille. Parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est de pouvoir créer quelque chose qui a de l'impact, de travailler pour sa passion. Et il y a cette notion où je trouve que entreprendre, c'est une forme de manifestation en quelque sorte. Là où moi je vais pas manifester dans la rue pour mes idées, pour autant je vais entreprendre pour agir et faire bouger les choses. Donc je trouve qu'il y a vraiment ce côté où quand tu entreprends, tu fais le choix de l'entreprise que tu vas créer et tu t'inscris dans l'écosystème et dans l'économie, et on sait à quel point l'économie a de l'impact dans la vie de tous les jours et dans le système qui est le nôtre, capitaliste. On le sait. Donc, quitte à créer une entreprise, autant la créer sur des valeurs et sur des principes qui sont ceux qu'on veut véhiculer au monde. Descendre dans la rue pour aller crier des choses, c'est pas du tout mon délire. J'aurais l'impression de parler dans le vide. Par contre, réfléchir pour créer une entreprise qui a de l'impact et qui fait bouger les choses, ça oui. Ça, c'est intéressant. J'ai toujours voulu créer quelque chose qui a de l'intérêt et de l'importance pour les gens, qui va les aider dans leur vie. Le podcast, c'est plus sensé que ça, c'est compliqué de trouver, quoi. Enfin, il y en a d'autres, évidemment. Mais donner de la voix à tous les secteurs et à toutes les entreprises, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Ben, tu me tends la perche. Et de toute façon, on en venait à ce moment-là de comment est-ce que ça s'est fait depuis 1 an, en fait, qu'on a commencé à se voir vraiment tous les jours, à parler tous les jours. Comment est-ce qu'on en est arrivé à créer quelque chose toutes les deux ? Est-ce que tu veux en parler ? Je te laisserai compléter s'il y a des aspects que j'omets parce que j'ai une mémoire assez sélective. Non, sur ça, tu l'as pas. Non, sur ça va.
Comment on en est arrivé là ? Donc, j'arrive en juin, on travaille sur l'asso. Il y a évidemment des problématiques de subvention, des problématiques financières qui sont pas toujours évidentes à gérer. Et en fait, on parle toutes les deux de nos ambitions. Je sais plus exactement comment on en vient à parler de ça. Et je te dis, mais en fait, il faut qu'on fasse quelque chose de plus grand, quoi. Enfin, j'ai plus tous les termes, j'ai plus toute la discussion, mais l'idée, c'était ça, c'est de dire... en fait, faudrait limite qu'on fasse une agence de production. Et je te revois un peu t'arrêter et me dire, mais... Et tu cherches des papiers, mais c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et dès que j'ai créé l'association, en fait, je pensais à ça. Et tu me parles de label. Oui. Du fait de créer un label de podcast, un peu comme un label de musique, mais un podcast. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir à plein de choses pour se dire... Il faut qu'on propose notre expertise, de mettre en avant, en tout cas, l'expertise que tu as en tant que podcasteuse au service des entreprises pour leur donner une voix et monter ça. Donc, on l'avait pensé un peu plus B2C au départ, dans mes souvenirs. On l'avait plus réfléchi de cette manière-là. Le projet a vraiment, vraiment évolué. Il continue d'évoluer, mais au final, regarde, on a quand même une cible qui est assez variée. Mais à la toute base, au tout début, on y réfléchissait plus en mode un peu label de musique. On fait rentrer des podcasteurs. Ça, c'était le tout début des réflexions. Et avec le temps, on s'est dit, en allant chercher justement des sponsors pour les épisodes de podcast, on s'est dit, en fait, il faut qu'on aille sur du B2B, qu'on aille chercher les entreprises et qu'on leur propose de faire leur podcast. Ça, pour le coup, c'est un peu le tout qui s'aligne et tout ce que tu disais pour toi tout à l'heure, pour l'entreprise et pour notre projet respectif. C'est vraiment ce qui est arrivé aussi. Je me souviens quand j'ai créé ma première entreprise de community management, comment est-ce que j'arrive à créer une entreprise de community management ? C'est parce que tout le monde me dit... Non pour du temps plein, mais par contre pour des missions de temps en temps, oui. Et en fait... Notre projet aujourd'hui, il est arrivé de la même façon. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on allait voir des entreprises pour leur dire « Regardez, on a des émissions qui fonctionnent, qui marchent, vous pouvez véhiculer vos valeurs. Venez, on construit quelque chose ensemble, on fait des événements ensemble et ça va être super. » Non, c'est parce bien. qu'en fait, j'aimerais plutôt, si demain ça arrive, en faire un pour moi. Et en fait, ça arrivait exactement de la même façon. En tout cas, le podcast les intéressait. Mais le fait de subventionner, de sponsoriser voilà, c'est ça. Il n'y avait pas d'intérêt. C'est ça, la publicité sur des émissions déjà existantes, contrairement aux créateurs de contenu où là, c'est un peu plus démocratisé, on va dire. Sur le podcast, pas du tout. Et en fait, on s'est pris porte sur porte et on s'est dit, au bout d'un moment, ils nous disent quand même à peu près tous la même chose, c'est-à-dire, en fait, les entreprises veulent créer leur podcast. Et dès qu'on commençait à construire quelque chose, qu'on prenait un peu de temps pour construire l'agence, là, on avait des portes qui commençaient à s'ouvrir toutes seules. Et du coup, de fil en aiguille, on arrive en décembre, plus d'argent. Toi, en PLS. Moi, j'étais pas j'étais pas en PLS, mais pour autant... C'était un mood très, très bizarre en décembre. Voilà. Mais ça a été la fin d'un espèce de cycle. Et où je t'ai dit, en fait, là, il faut tout arrêter. Et on a eu des grosses discussions où la question, c'était de dire, en fait, il faut arrêter ce qui ne nous rapporte pas de l'argent. Le bénévolat, c'est bien. On ne nous suit plus d'un point de vue subvention. Mais stop, on arrête et on se concentre sur l'avenir, sur ce qui va nous rapporter vraiment de l'argent, ce qui nous permettra d'être vraiment épanouis. Parce que si c'est pour se créer du stress, des angoisses et des ulcères tous les mois, toutes les fins de mois, parce qu'on est à l'euro près, c'est pas envisageable. Donc, du coup, on en parle beaucoup en décembre, on se fait une semaine de vacances et on se rappelle après ces vacances en se disant, bon allez, on crée notre projet. Et là, on se met à charbonner et ça fuse, mais à une vitesse. On avance en 3 semaines, on crée nos produits. On crée nos projets, on crée le projet, on crée notre produit. On a créé le projet. Voilà, c'est ça. En 3 semaines. On a un an, on a des services, on a des prix. On a tout. On a des prospects, on a même un client. En 3 semaines. En 3 semaines, en 3 semaines. C'est-à-dire qu'on revient la première semaine de janvier, on signe notre premier client le fin janvier. Donc en vrai, en 3 semaines, on a fait un taf mais de malade. Et depuis
3 mois. On consolide le truc, où on va déjà lancer notre deuxième service. On est déjà à plus de 5 ans. On se rend compte qu'on est encore plus complémentaires que ce qu'on pensait, ce qu'on savait déjà. Là où toi, tu sais hyper bien passer à l'action, mettre en place les choses, on va dire que tu as moins cette appréhension à matérialiser nos idées en réalité. Ouais. Là où moi, je suis beaucoup plus dans la stratégie, dans la vision à long terme et dans ce truc de viens, en fait, ok, c'est bon, là, on agit, mais en fait, il faut réfléchir, il faut structurer et faire les choses intelligemment. Ouais. Et du coup, c'est là-dessus qu'on se complète. Là où moi, quand j'ai commencé à monter mon entreprise, j'étais beaucoup dans la stratégie, j'avais plus de mal à me dire, ok, concrètement, comment je fais. Okay. Là où toi, quand tu as entrepris, c'est ok, concrètement, comment je fais. Mes stratégies, on verra plus tard. Voilà. On a une stratégie maintenant parce qu'on est 2. Oui. Complètement. Mais parce qu'on est complémentaires. Et moi, ça se concrétise parce que tu es là aussi, tu vois. Enfin, évidemment, parce qu'il y a tout ce que je mets en place aussi. Mais il y a cette complémentarité qui est... Ah oui. Mais de toute façon, genre un combo de fou, quoi. En janvier, c'est ce qu'on s'est dit aussi. C'est-à-dire que moi, les offres, elles étaient faites. J'ai déjà appelé 3 personnes. Les 3 personnes avaient déjà les devis. Alors que moi, j'étais là. C'est un peu rapide quand même. On n'a pas le devis là. Je sais pas. Et j'ai fait, non, en fait, on a des prix. On applique et j'envoie. Ouais. J'attends pas. Je procrastine pas. Et on se fait hyper confiance. C'est-à-dire que moi, je me dis, ok, je lui fais confiance. On fait. Et au pire, on va rectifier. C'est pas grave. Ah oui. Et en fait, on s'est toujours dit depuis janvier qu'on teste un truc. On a des retours, on améliore. Ouais. Et en fait, on améliore en permanence depuis 4 mois. Donc ça, c'est hyper bien. Tout le temps. Et on remet tout en question. Et je pense que c'est ça aussi notre force à toutes les deux, c'est qu'on sait se remettre en question. Qu'il y a des remarques qui sont pas toujours évidentes à gérer parce que, en fait, quand tu fais un truc avec les tripes et qu'on te dit, c'est pas fou ce que t'as fait. Par exemple, ce matin, c'est pas très agréable à entendre. Mais bon, en fait, tu prends et tu te dis, si la personne, elle pense ça, faut que je le prenne en considération et on revoit les choses ou pas parce que tous les conseils ne sont pas bons à prendre, sinon tu ne t'en sors pas. Ouais. En tout cas, tous les avis. Mais on a cette capacité-là à se remettre en question, cette capacité à se faire confiance et à s'écouter et se dire, ok, là, si elle me dit stop, c'est que, là, je vais peut-être un peu loin. Là où toi, tu me dis, allez, on agit. Là, moi, je sais aussi te dire, en fait, stop, là, il faut réfléchir et avancer bêtement, ça sert à rien, on va aller droit dans le mur. Sens, ça, on y arrive quand même assez facilement. Ouais. Mais ça avance quand même très, très vite, quoi. Oui. Mais parce que justement, je pense qu'on a réussi à trouver ce rythme de on avance, on réfléchit, quoi qu'il arrive. Ouais. Et qu'on le fait en simultané. Parce qu'on a 2 cerveaux qui sont hyper complémentaires. Ouais. Donc, on n'a pas dit comment s'appelait notre future nouvelle société. Oui. C'est vrai. Comment s'appelle-t-elle ? Si vous voulez une essence, faire résonner votre essence, faites appel à Sonance. C'est pas mal, en vrai. Ouais, grave. C'est une pub radio. C'est ça. On l'a appelée Sonance, pour effectivement résonance. La résonance. Amel nous a beaucoup aidé. Donc Amel qui travaille avec nous a beaucoup aidé à trouver ce nom. Donc merci à elle quand même. Ouais. Derrière on a créé plein de choses. On a créé une identité, on a créé notre proposition de valeur pour vraiment faire ressortir correctement ce qu'on voulait véhiculer via cette marque. Ces voix qu'on voulait faire transparaître, l'impact qu'on voulait avoir, de ne pas créer une énième agence de communication, une énième agence de podcast qui juste promet des chiffres et du client. Nous, on promet plus que ça. On promet... on promet, je pense, ce que toutes les agences de communication promettent aussi, c'est-à-dire de la visibilité des clients, comme tu le disais, le fait de toucher des nouvelles personnes, etc. Mais on propose... Au-delà de ça, c'est on y met notre âme un petit peu tout à l'heure. En fait, on propose de véhiculer la proposition de valeur des entreprises. C'est ça. C'est quoi votre essence ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes créé au départ ? Pourquoi est-ce que vous avez commencé à entreprendre ? Pourquoi est-ce que vous avez proposé tel et tel service ? Venez, en fait, on en parle. Et c'est parce que c'est dans cette histoire-là où c'est où on s'identifie. On s'identifie en tant que personne et c'est là où on se sent plus proche des entreprises aussi. Et c'est ça. C'est le pourquoi, véhiculer, comment permettre aux entreprises de communiquer sur le pourquoi et pas sur le comment. Et le podcast est un outil qui est génial pour ça.
Il permet de parler librement. Tu veux rigoler, on est entre potes, quoi. Voilà. Enfin, on parle de ça, de sujets sérieux, un peu moins sérieux. On écoute, on met pause, on met un replay, on réécoute. Donc, c'est un outil qui permet vraiment de toucher les gens directement. Et je pense qu'au-delà du fait qu'on arrive à donner un pourquoi, enfin en tout cas de mettre en lumière un pourquoi, on a aussi cet aspect où on a notre créativité sur le podcast. On va pas, c'est important pour nous de pas créer des formats qui se ressemblent, qui sont un peu tous les mêmes. On s'intègre complètement dans la stratégie. On comprend l'objectif, on comprend la cible. Et derrière, il y a toute la créativité et la pensée en arborescence qui s'active pour dire « Ok, mais on pourrait faire ça, ça pourrait être bien de lier ça à ça. » Et c'est ça, en fait, c'est un peu cet arbre qui vient se construire pour chaque entreprise de « Ok, ça, c'est votre proposition de valeur, c'est le cœur de ce que vous faites. » Pour autant, derrière, voilà tout ce qui peut être décuplé, comment ça peut être arrangé. Et, comment est-ce que ça peut être dit aussi. Et on travaille beaucoup sur les formats. Ouais, c'est ça. Et notre créativité, je pense, fait beaucoup. Ouais, je pense plusieurs choses. Déjà, on a l'expertise du podcast des 4 dernières années avec l'association, etc. Donc ça, c'est indéniable. Ensuite, on a aussi cette compréhension des entreprises qui est pas négligée, c'est-à-dire en fait qu'on comprend vraiment qu'une entreprise en fait a des budgets, a besoin de rentabilité, a besoin de retour sur investissement, a besoin de toucher des personnes, de créer des partenariats, etc. Ça, c'est notre deuxième avantage, je trouve. Et le troisième, c'est celui que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on est hyper créative et en fait, toujours en recherche de chercher les meilleurs formats pour adapter particulièrement aux entreprises. On ne propose pas la même chose on y passe du temps à cogiter, quoi. Franchement, est-ce que tu peux pitcher Sonance ou parler des offres que propose l'entreprise? Tu me mets dans la sauce. Non, mais j'étais sûre qu'elle allait me mettre dans la sauce. Montre-moi tes talents. Oui, voilà, c'est ça. Répète-moi la question parce que du coup, j'ai bugué de « Ah non, elle a pas fait ça. » Ah non, mais c'est très bien, je vais le garder. Est-ce que je peux te pitcher Sonance? Peut-être. En vrai, on vient de le pitcher, Sonance. Mais voilà, dire ce qu'on fait. C'est quoi nos offres? D'un point de vue plus concret, on permet aux entreprises et aux structures d'un point de vue plus large, puisque ça englobe les institutions publiques aussi, d'avoir un nouvel outil de communication qui est le podcast et qui est fait par des expertes sur mesure, adapté à leur stratégie, à leurs objectifs et à leurs cibles. Donc, notre rôle, il est d'intervenir de la conception jusqu'à la diffusion et au reporting et à l'amélioration continue pour leur construire leur podcast. Donc la conception avec justement cette première partie qui est primordiale où on va construire le podcast, son identité, son nom, son format, son identité visuelle. Ensuite la production, une fois que tout ça est fait, où on enregistre, on fait la post-production. Et enfin la diffusion, on diffuse. Et notre étape cruciale qui est très importante pour nous, on améliore toujours et encore, on analyse et on adapte en fonction des retombées et des retours. Donc ça, c'est notre première grosse offre, l'offre principale qui est pour le B2B. Pour autant, on est toutes les deux entrepreneurs. Tu as été solopreneur, je l'ai un peu été le temps d'une étude de marché. J'ai été porteuse de projet. Ben non, mais c'est hyper important. Oui, bien sûr. Et on sait à quel point c'est compliqué de communiquer, à quel point c'est compliqué aussi d'avoir des fonds pour faire appel à des prestataires. Donc, on a décidé de développer une offre pour les solopreneurs pour leur permettre d'être accompagnés sur le développement de leur podcast. Donc là, c'est un accompagnement en 4 mois avec plusieurs séances d'accompagnement, de coaching sur le podcast, comment mettre en place son podcast, comment le créer. On met à disposition différentes ressources, des checklists, des livres, des podcasts à écouter là-dessus, etc. pour que chacun puisse construire son podcast, donc à moindre coût. Et l'objectif, c'est de leur donner accès, de construire en tout cas une communauté avec tous ces solopreneurs, tous ces podcasteurs, pour permettre une effervescence autour du podcast.
pour l'instant sur la Corse, et on verra après, advienne que pourra pour la suite. Oui, en vrai, on ne se pose pas de limite géographique du moment que c'est francophone. Voilà. Un jour, on ira à l'international. Des limites ? On ne connaît pas ce mot. Mais d'ailleurs, pour très bon pitch, d'ailleurs, tu allais parler des médias totalement pitché Sonance, donc c'était parfait. Développement et prévision, c'est quoi ce que l'on peut dire, ou du moins sur la construction, ce qu'on essaie de faire, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Donc les 2 offres dont on a déjà parlé, c'est des offres qui sont en place, qu'on propose déjà. On est en train de développer beaucoup de choses. On a un projet très construit sur au moins le premier cycle de l'entreprise, donc c'est-à-dire sur les 5 prochaines années. On va pas tout vous dévoiler parce qu'on veut garder ça pour nous. On va pas spoil. On va pas du tout spoil. Faudra nous suivre sur les réseaux sociaux. Exactement. Mais chaque année, il y aura une nouveauté. Sur les 3 premières années, il y aura une nouveauté à chaque fois. Sur les 2 années d'après, on consolide pour qu'à la 5e année, là, on lance le gros projet. Donc, vous aurez une petite surprise chaque année, avec des nouvelles offres chaque année, pour développer la communauté, pour développer l'offre solopreneur et proposer encore plus de choses. Des nouvelles offres pour permettre d'accentuer la partie technologique de l'entreprise. À partir de tout ça, de vous permettre dans 5 ans d'avoir un accès global à tout ça d'une autre manière. Donc, trop cool. Ouais, je veux pas m'étaler plus que ça. Non. Parce que déjà, d'une, tout est en construction, donc ça serait un peu crié au loup avant de... Ce que je trouve beau dans ce projet, et tu l'as dit, et on se le dit très souvent, c'est qu'on a mis vraiment nos personnalités, je trouve, et nos valeurs en tout cas. Ils nous ressemblent à toutes les deux. On a créé une 3e personne. Ouais. Genre, c'est vraiment... On a enfanté. Non, mais de fou. C'est notre bébé. En un an. Bah oui. Bah, c'est ça. Mais désolé Ben et Axel, mais on aura été plus rapide que vous. C'est nos conjoints. Non, on ne leur donne pas des idées. Et donc, on arrive à la meilleure partie. Elle est trop fière d'elle. Parce que je t'en ai pas du tout parlé. Mais j'ai une petite surprise pour toi. Ma proposition de valeur personnelle. Je pense que je ne l'ai pas, que je ne pourrais pas la définir pour l'instant. Pourquoi ? Parce que d'une, elle a beaucoup évolué ces derniers temps, qu'elle va encore beaucoup évoluer. Je pense que ma proposition de valeur, elle est beaucoup autour de mon hyper-empathie, de ce que je sens. Ouais, je pense que c'est beaucoup autour de ça. Ça m'émeut parce que c'est important pour moi dans ma vie personnelle. On n'en a pas parlé, mais je fais beaucoup de choses par rapport à ça à côté. Qu'on y croit pas, l'ésotérisme fait beaucoup partie de ma vie. Parce que je sens plein de choses et que je vis plein de choses et que j'ai à cœur de le mettre à disposition des autres, parce que tant qu'à faire, quitte à l'avoir, autant aider. Ça me sert beaucoup dans ma vie professionnelle. Ce sens, ce 6e sens, comme j'aime bien l'appeler, me définit énormément, me rend unique d'une certaine manière. Même si on l'a un peu tous. Donc, ouais, pour moi, ma proposition de valeur, c'est de pouvoir être ambitieuse, de pouvoir avoir des volontés, tout en sachant poser des limites et savoir être douce quand il le faut. Donc ouais, j'ai appris avec le temps à aujourd'hui, en tout cas, à savoir, à connaître mes limites, à connaître mes axes d'amélioration. Terme très RH, ça d'ailleurs. Pour autant, je suis assez fière de moi parce qu'à 27 ans, je pense avoir un développement psychologique, entre guillemets, merci la psychanalyse, assez avancé, même si j'ai beaucoup travaillé, qu'on aura toujours du travail, et c'est ça qui est génial, sur soi. J'ai appris beaucoup de choses en faisant de la psychanalyse, en sachant comprendre mes fonctionnements par rapport à telle ou telle situation. Donc, très bien. Voilà. Une proposition de valeur très complète. Un peu trop, peut-être. Non, parfait. La synthétisation, pas mon fort. Qu'est-ce que tu avais pensé, toi ?
Parce que je te Non. vois venir. Je suis allée demander à des proches à toi. Ah, Tu as été émue. C'était Tu vas l'être sûr. encore plus. C'était sûr. Alors, on va ah non, faire- on ne pleure pas. Moi, ce que je te propose, c'est un petit jeu que je vais te dire comment les gens te définissent et tu vas devoir trouver qui c'est. Incroyable. C'est des personnes Ok, très de drôle. toute façon je connais Ok. qui sont très proches de toi. Donc ça limite un peu, mais... Alors, première personne. Ouverte d'esprit, méticuleuse, créative, de bons conseils, empathique et géniale. J'en ai aucune idée. Tu veux toutes me les lire en voix après ou Non. Oh là là. Mais il y a tellement de possibilités. Donc c'est forcément des gens que tu connais. Ben oui. Donc ça va vite faire beaucoup d'éliminations. Ben oui. Tu peux relire. Ouverte d'esprit, méticuleuse, créative, de bons conseils, empathique et géniale. Caro. Non. Nadia. Nadia, Mimi, trop chaud. Mais attendez, mais pause, mais c'est hyper dur. Oui. C'est hyper Deuxième dur. personne. Allez, tu te tais, il y a la suite. Attachante, sincère, intègre, sensible, empathique, persévérante et hypersensible. C'est Ben, ça. Oui. Bah oui, le attachante. Oui. Bah alors, mais évidemment, il n'y a pas besoin des autres mots. Répète les mots. Attachante, sincère, intègre, sensible, empathique, persévérante et hypersensible. Sensible et hypersensible. Il l'a bien mis deux Oui. fois, celui-là, tiens. C'est vrai. Tu es très sensible. Eh oui, c'est ça. Il a appuyé dessus. Ok, troisième personne. Entreprenante, perspicace, imaginative, persévérante, exigeante d'elle-même, entière dans la joie et la tristesse, surprenante dans les paroles de soutien, empathique, juste, attachée à la justice, intuitive, force de caractère, franche et indépendante, besoin de solitude. C'est ma mère, ça. C'était sûr. Ça C'était allait être de sûr. ouf, ça aussi. Ah ouais. Ah Qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand elle a dit... Entière dans la joie et la tristesse. Voilà. Oui. Voilà. Je savais qu'à ce moment-là, c'était Oui, grillé. oui. Et puis quand ça s'arrête plus, c'est que c'est ma mère parce qu'elle ne sait même plus comment me définir. J'ai une mère incroyable, maman, vraiment merci d'exister. Parce qu'elle a écouté ce podcast, ça, ah c'est oui, sûr. c'est sûr, de A à Z. Non, ça sera toujours ma fan numéro 1 et j'ai eu énormément de chance d'avoir une mère comme elle qui m'a toujours soutenue, qui m'a peut-être même trop mise en valeur par moments. Heureusement, je ne suis pas devenue hyper, comment on dit, égocentrée, et voilà, parce que à ses yeux, on est des dieux, hein, on est 4 et elle a enfanté 4 dieux, vraiment. Ah, mais c'est sympa, ça veut dire que c'est une déesse aussi. Voilà, exactement. Quatrième personne. Animée, toujours motivée, pleine d'idées et d'énergie. Persistance, niveau travail dans le sens persévérante, appliquée et durable. Alliée, complice à défendre ses amis, à les suivre dans leurs conneries. Caro. Oui. Oh, chou. Ouais. Ça, qu'est-ce qu'on en a passé? Donc, Caroline, avec qui j'ai fait mes 2 premières années d'études à Lyon. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit jeu? Très drôle, vraiment très très drôle. Je prendrai la liste Oui. après. Dernière petite carte, on arrive à la À la fin de fin. cette interview. Yes. Du coup, j'y ai un peu répondu juste avant, mais quelles sont mes aspirations pour la suite? Mes aspirations pour la suite, évidemment que Sonance puisse se développer et bénéficier à tous parce que je trouve qu'on a vraiment un beau projet. Je suis peut-être pas très objective, mais quand même. Donc, j'ai hâte. Il y a beaucoup de... J'allais dire, il y a beaucoup d'impatience, mais pas vraiment parce que chaque chose en son temps et étape par étape et Ouais. on avance petit à petit et il y a besoin de passer par ces étapes-là pour y arriver. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner au fur et à mesure des années parce que ça va vraiment être un beau projet. Déjà, ça, c'est de voir Sonance grandir, que ça fonctionne bien, que je puisse toujours avoir mon équilibre vie pro, vie perso comme aujourd'hui. On n'en a pas beaucoup parlé, mais effectivement, le sport est très important pour moi. Mais Ben, par exemple, ne comprend pas du tout que je puisse aimer travailler et que j'aime ça, que le soir, je puisse passer du temps à travailler ou à d'autres moments de la journée. Enfin, non, c'est pas du tout, mais alors pas du tout une contrainte pour moi. Donc voilà. Trop bien. Ouais. Une petite phrase pour conclure cette interview. Très très cool de pouvoir partager un peu son expérience, de faire partie de tous ces capsuliens. Capsuleurs. Capsuleurs.
Et si j'ai un message à faire passer, un truc à dire, c'est pas forcément sur l'entrepreneuriat, mais plus sachez dire non quand c'est plus OK pour vous. Et c'est important de choisir ce qui fait sens. Faites quelque chose qui vous passionne parce que vous aurez plus l'impression de travailler. Et on nous le répète, effectivement, si tu te lèves le matin et que tu n'as pas envie d'aller au travail, il faut que tu changes de voie. On nous le répète beaucoup, mais en fait, personne ne le met vraiment en place. Et il y a beaucoup de personnes encore, il y a trop de personnes encore qui travaillent pour travailler. Et je trouve ça triste que les gens ne se disent pas, en fait, qu'est-ce qui me passionne et je vais aller travailler là-dedans parce que c'est possible, en fait. Donc, vibrez, soyez vous et prenez soin de vous, surtout. Merci. Trop bien.